Trois femmes d'aujourd'hui, trois Montpelliéraines, viennent de découvrir cette œuvre monumentale qui a fait de Jeanne Galzy, au début du XXe siècle, une des écrivaines les plus reconnues avec Colette. Pourtant, on l'a totalement oubliée, même dans sa ville natale, qui est pourtant présente dans 11 de ses 22 romans. Elles ont découvert, au fil de leur lecture, l'incroyable modernité de cette écrivaine si discrète, dont l'œuvre révèle les révoltes, les combats, les transgressions et surtout la force de vie. Imaginez, à 77 ans, elle entreprend l'écriture d'une immense saga dont elle écrira les 4 premiers volumes avant sa mort en 1977. La surprise de vivre. Quel beau titre! Elles ont décidé de suivre ses traces dans cette ville que Jeanne a tant aimée et où elle a vécu son enfance, puis sa retraite pendant 34 ans. Leur première recherche au cimetière protestant, sa tombe. Son nom, c'est pas Galzy, non? Attends, déjà, Baraduc, il faut chercher des tombes qui sont dégueulasses. Baraduc, il a le même. On voit bien qu'il y avait des écrits, mais il n'y a plus rien. Non, parce que c'est une tombe où on voit des tombes derrière. Une tombe où on voit des tombes derrière, donc elle est en centrale. Ah, déjà, il n'y a pas de grille, alors passons. Famille Chaptal. Tout ça, ce sont des noms de familles protestantes. Bizarre, là, hein, les trois côtés comme ça, c'est pas des Français. Baraduc, c'est pas ça? Ah, Berthe, ah si, Jeanne Galzy. On y est, et sous Baraduc, il y a les deux noms en fait, il y a les deux noms. Ah ouais, c'est un caveau familial. Ça fait quelque chose quand même, hein? Berthe, c'est sa sœur. Berthe Oui, va à la rue. Alors, Le dernier livre, elle l'a terminé en 76. Vous imaginez, 93 ans. Ouais, c'est une drôle de tombe. Hein. Rendement de terrain ici, ouais. Ah, mais ça, moi je m'attendais à ce qu'elle soit fleurie parce qu'il n'y ait Ouais. personne qui vienne sur sa tombe, ça m'étonne. C'est nous qui allons les prochaines. On va être obligés. On lui amènera des fleurs, je crois qu'elle le mérite. Drôle. Regarde. Ah, il y a une plume de quoi, d'oiseau. Qu'est-ce que vous avez mis? Ah, C'est mieux que des fleurs. et on va pas les laisser. Et non, on va pas les laisser. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez mis Ça le serait génial rossignol? d'en avoir plein Ah de oui, pouvoir les laisser. ça c'est mon préféré. Ah, toi, c'est ça? Ouais, le Le rossignol rossignol aveugle. aveugle. Tu vois la plume d'oiseau à côté, c'est un signe. T'es un peu libre comme un oiseau, Jeanne. Voilà la rue où elle est née. La grande rue. Qui bien sûr ne s'appelait pas encore Jean Moulin. Elle disait joliment, je suis née native de Montpellier. Ça doit être un peu plus haut. Ah, la voilà. Voyons. Elle a écrit un roman qui s'appelle La Grande Rue. Et il n'y a même pas une plaque sur sa maison natale. On ne peut pas entrer. Oui, à l'angle de la rue du Cygne et en face de la chambre de commerce. C'est à cette rue Montpelliéraine où elle naquit en 1883 que Jeanne Galzy consacra son 4e roman, La Grande Rue. À notre tour, découvrons cette rue par les yeux d'une enfant romanesque, la petite Nazou, la mère de Jeanne ou peut-être souvenir de Jeanne elle-même. La Grande Rue m'a dit « Te revoilà. Tu ne m'as donc pas oubliée maintenant que tu es une femme. Toi qui passas sur mes pavés pointus de tes pas d'enfant. » Et les maisons m'ont regardé, curieusement, de leurs fenêtres. La Grande Rue s'éveilla, comme tous les matins, d'abord du côté de la sonnerie. En bas, les boutiques pauvres étaient déjà ouvertes. Les gens de peu annonçaient qu'il était temps d'achever sa nuit. La marchande d'herbe, le raccommodeur de parapluies qui chantait ses offres en patois sonore. Les maisons pauvres s'étiraient en 2 files, puis la rue s'évasait devant la bourse, en formant avec la rue de l'Argenterie une petite place triangulaire. Parfois,
Un chevrier poussait son petit troupeau indocile jusque devant la bourse, tirant de son flutio rustique une mélodie campagnarde qui semblait parfumée de thym. Un bruit d'équipage ébranla la rue. Tout le quartier aristocratique de Montpellier pouvait aisément être franchi, fût-ce avec des souliers de satin. Mais il était de rigueur, lorsqu'on avait un nom, de ne jamais sortir autrement qu'en voiture. Et quand tombe la nuit, là-bas, au bout de la rue, voici qu'une petite étoile se mettait à marcher, cahotant au ras des maisons. Flic-flouc, flic-flouc. En effet, l'allumeur de réverbère tirait un peu la jambe, et sa longue perche de bois oscillait à chaque pas. C'est là que j'ai fait mes études. Moi aussi. Comme Jeanne. Elle y est entrée à 5 ans. Elle y a fait toute sa scolarité. Et elle a passé son bac à 15 ans. C'est pas mal quand même. À l'époque, c'était seulement le lycée des jeunes filles. C'est en calèche, en 1888, que Jeanne Galzi se rendait à l'école. Souvenir de classe. Elle eut la chance d'entreprendre ses études dans l'un des tout premiers lycées de jeunes filles ouverts en France par la volonté du ministre Jules Ferry. Construit dans un parc proche du centre-ville, considéré comme un prototype au plan national, il ouvre ses portes à une centaine d'élèves. Jeanne qualifia modestement sa scolarité de nonchalante. Elle y rencontra une maîtresse dont elle disait « je lui dois tout » et qui devint le personnage du roman, l'initiatrice aux mains vides. Elle découvrit aussi le plaisir de jouer la comédie. Après le baccalauréat, Jeanne décida de poursuivre ses études. Grâce à l'appui d'un professeur, elle obtint le rare privilège d'être auditrice libre à la faculté des lettres de garçons de Montpellier. Jeanne a passé 2 ans à la faculté des lettres de Montpellier en compagnie d'une dizaine de filles à peine, étudiantes bénévoles comme on les nommait alors. Maintenant, elle sait ce qu'elle veut, écrire. Quitter Montpellier, où elle risque d'étouffer, est indispensable pour elle. Poursuivre les études est un bon prétexte pour aller à Paris, où elle préparera le concours d'entrée à l'École normale supérieure de Sèvres, pour devenir enseignante, même si elle n'en a pas la vocation. Elle convainc ses parents. Ils ont l'intelligence et le courage d'accepter ce qui n'est pas évident à cette époque, dans ce milieu de bourgeois huguenots. Laisser partir dans la capitale une fille de 23 ans, seule, pour préparer un concours très aléatoire à l'époque, pas évident. À Paris, à Moscou, comme les 3 sœurs de Tchekhov. Les femmes occupent une très grande place dans les salons littéraires où se croisent écrivains, dramaturges, hommes et femmes du monde ou du demi-monde. Les amours lesbiennes ou bisexuelles fleurissent ouvertement. Nathalie Barney, dite l'Amazone, Colette, qui écrit et danse au music-hall, la courtisane, Liane de Pougy. Tout en poursuivant ses études pour devenir enseignante, Jeanne se fera une place dans le milieu littéraire, publiera des poèmes dans la célèbre revue Le Mercure de France. Elle découvrira son homosexualité et se liera à la très célèbre tragédienne Eugénie Segon-Weber, de 16 ans plus âgée qu'elle. Magnifique actrice, à la beauté un peu farouche, une voix sublime à la diction parfaite, capable d'interpréter tous les rôles. On en sait bien peu de leur histoire. Jeanne fut si secrète sur sa vie intime. On sait cependant avec certitude que ce fut sa grande histoire d'amour. Pour imaginer leur rencontre,
Il va nous falloir puiser dans l'œuvre de la vieillesse, la saga de la surprise de vivre. Dans le 3e tome, La Cavalière, la jeune Amédée, sauvageonne passionnée de chevaux et des grands espaces camarguais, va découvrir Paris et l'amour avec l'actrice Elina Franz. Elle essayait de remettre les choses à leur place, comme lorsque là-bas, en Camargue, Noun, à grands coups de balai, mettait de l'ordre dans le mas. Pourquoi Elina Franz l'avait-elle aussi soudainement emportée chez elle? N'avait-tu que le lointain contact d'une actrice connue et d'une admiratrice? Elle ne l'avait jamais vue que dans sa loge, envahie d'enthousiastes spectateurs. Elle lui avait envoyé des fleurs, mais que devenait-elle parmi tant d'autres? Elle lui avait écrit, mais que pouvaient être ces mots maladroits? Elle essayait de s'expliquer pourquoi l'actrice avait arrêté sa voiture contre le trottoir où elle marchait. Il lui avait intimé des gestes l'ordre de monter près d'elle. Cette course muette à travers le Paris nocturne, où une main tenait la sienne, et cet ascenseur, et la porte ouverte. Elle se redressa sur le coude et la regarda dormir. La respiration soulevait cet étroit espace qui séparait les seins. Un menton ferme s'incrustait dans le rond de l'épaule, et le visage était tourné vers l'espace de la chambre, à peine éclairé. Encore contre elle, par la douceur de sa peau, elle sentait sa vie jumelée à cette autre vie proche. Elle n'osa pas bouger pour ne pas troubler ce sommeil. Des délices fondaient encore en elle, comme s'il suffisait de leurs jambes mêlées et du parfum sous lequel stagnait l'autre odeur plus profonde. De fines fougères s'étiraient encore en elle, vibraient, avec des battements délicieux, s'écrasaient aux hanches, s'évasaient en gaine. Elle pensa aux sirènes. Depuis son arrivée à Paris, Jeanne a tout réussi. Alors sa double vie commence. Jeanne Baraduc obtient l'agrégation de lettres, tandis que Jeanne Galzi publie son premier roman, L'Enseveli, qui reçoit un des prix de l'Académie française. L'action se situe déjà à Montpellier. Dans le premier roman de Jeanne Galzi, L'Enseveli, le personnage principal, qui lui ressemble, vient se ressourcer dans son Midi natal, abandonné pour la vie parisienne. Il emprunte, bien sûr, le pittoresque petit train de Palavas. Le train minuscule se traînait à travers les vignes. Entassées sur d'étroites banquettes, des femmes parlaient, entre elles, de leur accent chaud et sonore, où passent des flambées de soleil. Par les fenêtres, la chaleur suffocante coulait comme un fleuve de feu. Partout fulguraient les étangs. Ils brillaient comme du métal poli. Le soleil y tombait, les pénétrait pour s'y dissoudre. Il n'était plus que dans la lumière liquide. Pérols, Carnon sommeillaient dans les sables. Palavas se détachait sur le bleu épais de la mer. Un jeune homme, beau comme ils le sont tous ici, jouait lentement un air populaire et mélancolique sur un accordéon délabré. Mes regards fascinés se posèrent là-bas, entre l'étang et la mer, sur l'antique cathédrale solitaire, Maguelone. Comme sauvée d'un double déluge, seule, au milieu des terres englouties, elle émergeait des eaux et du ciel sur le socle étroit de son île. La cathédrale abandonnée s'animait d'une vie immobile et me regardait d'un air de mystère et d'appel. Toute sa vie, elle sera partagée entre le bouillonnement culturel de Paris qui lui est indispensable et la nostalgie de sa ville natale où elle revient toujours. Il y a toujours en moi cette adolescente qui, là-bas, dans une vieille maison de campagne,
Après l'ivresse blanche des nuits de lune, penché sur les rosiers en fleurs d'une tonnelle, et emplit pour jamais son cœur de ce parfum sauvage, un peu vanillé, et à la fois amer, et de tout cet horizon imbibé d'un tremblement d'argent. Argent verdâtre des oliviers, argent diaphane des lointains saupoudrés de lumière, argent dansant sur les allées entre l'ombre bleue des feuillages, argent sec et dur de la mer. Pourquoi ne suis-je pas restée dans ce refuge que pouvait être ma maison? Il y a dans ce midi si ensoleillé qui est le mien une demeure silencieuse, un petit jardin dont les allées tournent autour des corbeilles naïves, des murs bas qui permettent de se faire un grand horizon avec toute la campagne d'alentour. J'y aurais vécu près des miens. J'aurais corrigé mes copies d'élèves à l'ombre d'une tonnelle de roses. J'aurais marqué de mes pas les places où tant de fois mes pas se sont posés. J'eusse doucement attendu la vieillesse, avec des affections calmes et sûres. J'aurais regardé selon les saisons le soleil se coucher plus à droite ou plus à gauche du même bosquet de pins. J'aurais lu et médité, comme une religieuse sans Dieu. Mais je veux vivre! Je veux vivre! Je repartirai. Loin de ce calme et de cette lumière, je remarcherai dans des rues boueuses. Je me hâterai pour arriver à l'heure exacte, moi qui ne mesure ici le temps qu'à l'ombre un peu plus courte ou un peu plus longue du pin pyramidal qui élève ses premières branches bien au-dessus de l'horizon. Je me rapprocherai, pour en souffrir peut-être, de ce qu'ici de nouveau j'oubliais, rendu à mes innocences d'enfant, purifié par ce silence, veillé par cette maison, soustraite aussi un peu au monde, anesthésiée, endormie. Tout semble promis à la jeune provinciale talentueuse. Une série de déflagrations va bousculer ce bel élan, ces belles promesses. 1914, la guerre éclate. Son père meurt. À cette épreuve douloureuse s'ajoute la faillite du commerce paternel. La voilà chef de famille, avec la charge de sa mère et de sa jeune sœur qu'elle assurera toute sa vie. La nécessité de devenir enseignante qu'elle avait jusque-là esquivée s'impose. En 1915, c'est comme enseignante que Jeanne Galzi retrouve, rue de l'Université, la faculté des lettres de garçon où elle eut le privilège d'être auditrice libre. Étrange retour de la destinée. Je remonte de mes pas de femme ces marches que j'ai gravies à peine sortie de l'adolescence. L'université méridionale s'est transformée en effet pendant la guerre en lycée de garçons. Dans cette salle où je vais être pour la première fois la femme chez les garçons, ce sont presque des enfants qui entrent brusquement. Des chuchotements, des regards qui m'examinent avec stupeur, et me voici seule avec eux, mes élèves de 4e A2. Je devine, rien qu'à voir l'air gouailleur avec lequel les plus grands m'ont examiné, des pieds à la tête, qu'il me suffira de ne pas paraître assez semblable à eux pour exciter leur dérision. Il a fallu que la guerre de 14 envoie tous les hommes au front pour qu'une femme puisse enseigner à des garçons. Je remplace les morts, comme un peu emphatiquement le proviseur vient de le leur affirmer. Et il est une classe où cela m'est toujours très sensible. Cette 4e A2 où une petite photographie montre l'homme jeune qui fut ici mon prédécesseur. Image commémorative qu'une mère a donnée pour qu'un peu de son fils restât où il avait besogné, enseigné, souri, souffert peut-être. Ce métier qu'elle fit pour des raisons matérielles plus que par vocation, elle le fit cependant avec son habituelle exigence, souvent emplie de doutes devant la tâche et les méthodes pédagogiques alors en cours. Des visages,
Des visages, une foule de visages. 221 répartis en 7 classes. Une foule de visages que le nombre condamne à l'anonymat, alors que la pédagogie réclamerait la connaissance individuelle. Comment les connaître assez pour leur donner, même intellectuellement, la pâture qui leur convient? L'enseignement n'est-il que la diffusion des connaissances? N'a-t-il pas besoin d'une autre pénétration? Je me souviens comme lorsque j'étais enfant, j'apprenais mieux ce que m'enseignait le professeur vers lequel m'appelait une sympathie. Une femme surtout, dont la grâce pour moi est toujours restée associée à ces images de la Renaissance qu'elle m'a fait connaître. Je les ai devant moi, mes élèves, des filles enfin, moi qui n'avais jamais enseigné qu'à des garçons. Dans les yeux interrogateurs, il n'y a de question que sur le mystère que cachent mon front et mes yeux. D'instinct, elles vont à l'âme. Accueil si différent de celui qu'autrefois me firent les garçons, avec leur dédaigneuse curiosité. Ici, je ne sens que le respect. Mes élèves sont toujours là. Toujours j'enseigne, toujours leur confiance ingénue me croit dépositaire de vérité. Et je m'appuie sur leur faiblesse, et à cause d'elles, parfois, j'oublie ma propre insuffisance. Par elles, surtout, délivrée de moi, je repose mon cœur. Il est au milieu d'elles, à elles. Un sourire légué, une défiance la triste, une attention qui me suit, mais soudain chère, comme un être ami. Ce peu de leur âme où j'entre me sert de compagne. Et elle pose déjà les questions qui fâchent. Comment les élèves pourraient-ils avoir du respect pour un enseignant quand ils lui voient un salaire inférieur à celui d'un docker? En pleine guerre, en 1917, c'est avec la maladie qu'elle va devoir combattre. Dans Les Allongés, qui obtint le prix Femina en 1923, elle nous renseigne sur ce que fut sa maladie. Ce mal de Pott, tuberculose osseuse, dont on connaît mal la violence et les souffrances, car elle a disparu. Elle passa 2 ans à Palavas, puis à Berck, célèbre alors pour ses soins. Je regarde mes compagnons. Comme il faut peu d'espace pour vivre. Mon corps a reposé, comme le leur repose, dans la largeur et la longueur avarement mesurée d'une gouttière à ma taille. Toujours le même lit, toujours le même allongement. Des semaines et des semaines, des mois et des mois. Et les seuls mouvements sont ceux des bras, qui se lèvent, des bras qui semblent être ce qui vit le plus en nous, puisqu'ils s'agitent sans cesse, tendus vers le ciel comme une constante imploration. Et partout, on voit des miroirs. Nulle part on en vend autant qu'ici, où sans cesse, ils nous servent à retrouver tout ce qui n'atteint plus notre regard. Au-dessus de notre allongement, ils font glisser jusqu'à nos yeux leur image inverse et tremblante. Ils découpent en petits morceaux, limités par leur cadre de nickel, le monde que nous avons perdu, et nous recousons patiemment ces lambeaux brillants et fragiles, où tout est réduit et faussé, pour nous refaire un univers. La fièvre m'a donné une peur puérile. Je n'ai plus que l'envie de repartir, d'aller vers des horizons doux. Je revois le jardin qu'habita mon enfance, la lueur de la lune blanche sur les vignes, toute une longue allée de lauriers en fleurs. Des sensations oubliées surgissent, comme si l'enfant que je fus renaissait soudain en moi. Je retrouve par le souvenir la gracilité souple de mon corps jeune, la danse légère des jambes, la force des bras, la flexibilité de la taille à peine formée. Cette étroite enveloppe de chair neuve sur une ossature intacte. Il achève sa 3e année de maladie. Il est mon aîné d'1 an de souffrance. Il est mon aîné par une infinité d'heures de martyre, par ses plaies qui suppurent, par sa vie qui s'en va. Il a un visage terreux et sans âge,
et ses cheveux bouclés sur le front sont presque tous tombés à la nuque, partout la tête appuie et frotte sur les coussins. Il parle, difficilement, en faisant effort pour trouver ses mots, comme déjà déshabitué de communiquer avec le monde. Et je cherche en tâtonnant ce qui peut l'intéresser ou le distraire, ou surtout, s'il en a besoin, lui apporter un réconfort. Mais c'est lui qui s'informe de moi, et dans l'odeur de ses pauvres plaies, qui me dit des paroles de courage, et me fait remarquer combien j'ai progressé depuis que je suis ici. À votre arrivée, vous descendiez et montiez les marches du même pied, péniblement. Aujourd'hui, c'est d'une façon plus normale, beaucoup plus vite. Vous voulez dire moins lentement. Il me regarde et répond avec gravité, comprenant ma pensée secrète. Non, il ne faut pas avoir honte de guérir. Et une nuit, dans le grand calme, une de ces passantes qui viennent, sans qu'on les voie, se faire opérer à la clinique et partent sans qu'on les connaisse, a dit plusieurs fois « Personne ne m'aime, personne ne m'aime ». Et cette nuit-là, j'ai cherché quel élan d'amour, né d'un cœur immense, pourrait faire qu'aucun être au monde n'ait le droit cruel de proclamer un tel abandon. En 1920, à peine remise, encombrée d'un rigide corset, elle est nommée à Amiens. De retour dans la vie, nous livre son combat courageux de survivante. Tout cela si nouveau pour moi, qui viens de laisser dans un coin la canne qui soutient mes pas incertains de revenante dans la vie. Mais les enfants ne s'en doutent pas. Je vois ces visages sans ombre, leurs yeux, où à travers tant de différentes couleurs, passe le même regard d'interrogation. Elles se sont levées quand je suis entrée, et je m'assis, devant elles avec la gêne de ma raideur, et celle de sentir qu'en m'asseyant je vais faire se soulever mon appareil sur les épaules, que mon cou y disparaîtra, et que ma silhouette engoncée dénoncera ma tare. Elles ne l'ont pas remarqué. Aurais-je jamais cette silhouette svelte, aux seins durs, aux hanches fines, que garde à 40 ans passés cette femme blonde là-bas? Retrouverais-je cette inflexion du buste penché qu'à celle qui m'interroge? Quand ne sentirais-je sur moi que la ceinture souple qui si peu l'enserre? Quand aurais-je ces épaules tombantes et libres? Quand serais-je enfin un corps vraiment guéri? Comme vous avez changé, qui vous a vu et qui vous voit, quand je me souviens de ce que vous étiez quand je vous ai aperçu pour la première fois, vous aviez tout. Vous aviez trop tout. Je vous ai détesté toute une soirée. Il n'y avait pas un de vos gestes que je n'ai envié. Je me disais, quelle supériorité avons-nous, femmes de théâtre, si les autres peuvent être ainsi? Que nous reste-t-il? Et j'avais une rage. Mais maintenant, on ne vous reconnaîtrait plus. C'est extraordinaire. Enfin, n'est-ce pas, cela ne fait rien. Vous êtes une intellectuelle. Ce n'est pas avec votre beauté que vous gagnez votre vie. Oui, je voudrais être une femme intacte, une femme belle, une femme aimée.
Pourtant, des retrouvailles eurent lieu, puisque Madame Second Weber, en 1921, interprète le rôle de Cassandre dans la pièce de Jeanne à l'Opéra municipal de Montpellier. Un beau cadeau. Le soir de la première tant redoutée fut un succès, écrit-elle à son amie Nathalie Barnet. Miracle que fut la réussite d'une pièce, montée avec une hâte insensée, et où tout pouvait rater devant un public inaccoutumé au spectacle tragique. Serait-ce cela la gloire? Même relative, même restreinte. On m'a conduite à elle dans les ovations. On a été mêlés quelques brèves minutes dans les mêmes regards. J'ai baisé sa main sans songer nullement que cela se voyait. Elle a dit « 2 femmes, c'est stupide. Appelez Escande. » J'ai fait signe de mon bras vide à Escande proche. En 1923, le récit de ses années de maladie, Les Allongées, lui vaut le prix Femina qu'elle obtint devant Joseph Kessel et Henri de Monterland. Ce succès améliorera sa vie matérielle, mais pas au point d'abandonner l'éducation nationale. Sa carrière littéraire se poursuit avec succès. Jusqu'à sa retraite, elle mène une sorte de double vie, extrêmement laborieuse, installée dans une modeste pension qui la libère de toute tâche matérielle. Elle va connaître à nouveau la guerre et le deuil. Elle vécut les années de guerre d'abord à Paris, puis à Montpellier, lorsqu'elle fut contrainte à prendre sa retraite en 1943. Jeanne s'est très peu exprimée sur le plan politique. On sait seulement que, sans participer vraiment à la résistance, elle aida à cacher la Ligue des droits de l'homme, qu'elle hébergea peut-être des personnes en danger. Revenue vivre à Montpellier sa retraite dans la maison familiale, en 1945, elle est élue membre du jury du prix Femina, ce qui exigea d'elle une présence régulière dans la capitale. Elle continua donc cet équilibre entre ses 2 amours, Montpellier et Paris. Libérée de l'enseignement, elle se consacre totalement à sa carrière littéraire, publie une dizaine de romans, la biographie de George Sand, d'Agrippa d'Aubigné. Toujours passionnée de théâtre, elle écrit des adaptations théâtrales pour Radio Montpellier avec Madeleine Natal. Mais soudain, à presque 80 ans, à l'orée de l'extrême vieillesse, elle se met à la rédaction d'une grande saga romanesque, La surprise de vivre. Une vaste fresque sociale sur l'histoire de la bourgeoisie et son déclin dans ce sud qu'elle aime tant nous donner à voir. Ce sera l'apogée de sa carrière. Quand on suit la partie haute de la Grand Rue, on tombe sur 2 adresses remarquables. Au 11 vécut Frédéric Basile, le peintre. Au 8, Alfred Bruyas, le mécène. Ces 2 figures importantes de la peinture montpelliéraine le furent aussi par le rôle qu'ils ont joué dans l'œuvre de Jeanne Galzi. C'est à l'âge de 77 ans déjà qu'elle entreprit l'écriture de La surprise de vivre, dont elle termina le 4e volume en 1976, un an avant sa mort. À l'origine de cette saga d'une famille montpelliéraine, la puissance d'une image. La réunion de famille, tableau peint par Frédéric Basile en 1866. C'est en revoyant ce tableau que j'ai compris que tout m'était venu de là, et qu'en d'autres temps, et avec d'imaginaires personnages, j'avais refait une réunion de famille. En effet, on peut s'amuser à imaginer les correspondances des personnages de la saga avec ceux du tableau. Ainsi, le couple de notables, rempli de dignité, pourrait bien être le banquier protestant, Desandres, installé dans la Grand Rue, et son épouse, l'épanouie Gémina. La longue silhouette discrète de Frédéric Basile fait penser à Arnold, leur plus jeune fils, qui deviendra un peintre reconnu, et cette délicieuse jeune fille dans sa robe d'organdi pourrait bien être leur fille, Suzanne. Quant à cette femme assise,
un peu différente des autres avec son petit chapeau et son vêtement sombre. Elle évoque irrésistiblement Noémie, la rigide vieille fille huguenote. Mais le thème central de cette saga, c'est l'exaltation de l'amour, de toutes les amours. Au centre du premier tome, la lente découverte par Eva, la jeune veuve, de son homosexualité. Était-ce cela l'amour? Était-ce à cela qu'elle avait aspiré en lisant en cachette tous ces livres romanesques où se complaisait sa mère? Même les mois ingénus des fiançailles lui paraissaient enviables depuis qu'elle avait découvert un autre homme. Depuis cette première nuit où il l'avait meurtrie, où elle avait senti sous son poids que rien ne comptait que son assouvissement, qu'il n'y avait en lui que cette chose à satisfaire, cette chose qu'elle ne nommait même pas, ayant été fille unique, élevée avec rigueur, privée des camaraderies révélatrices. Était-elle une exception? Seule à avoir ce dégoût? Ou bien cela dépendait-il de lui, de son acharnement, de sa hâte brutale? Elle se sentait sa possession, son instrument, et ce serait ainsi toute sa vie. Toute sa vie. Je devrais vous abandonner à vous-même, dit tout à coup Hilda. Vous deviendriez une femme considérée au bras d'un nouveau mari. Vous feriez des visites, animeriez de bonnes œuvres et mettriez au monde de nouveaux marmots. Après tout, c'est peut-être là le bonheur. Gémina Descendres en paraît satisfaite, engraissée et luisante de joie. Était-ce cela l'amour? Était-ce à cela qu'elle avait aspiré en lisant en cachette tous ces livres romanesques où se complaisait sa mère? Même les mois ingénus des fiançailles lui paraissaient enviables depuis qu'elle avait découvert un autre homme. Depuis cette première nuit où il l'avait meurtrie, où elle avait senti sous son poids que rien ne comptait que son assouvissement, qu'il n'y avait en lui que cette chose à satisfaire, cette chose qu'elle ne nommait même pas, ayant été fille unique, élevée avec rigueur, privée des camaraderies révélatrices. Était-elle une exception? Seule à avoir ce dégoût? Ou bien cela dépendait-il de lui, de son acharnement, de sa hâte brutale? Elle se sentait sa possession, son instrument, et ce serait ainsi toute sa vie. Toute sa vie. Je devrais vous abandonner à vous-même, dit tout à coup Hilda. Vous deviendriez une femme considérée au bras d'un nouveau mari. Vous feriez des visites, animeriez de bonnes œuvres et mettriez au monde de nouveaux marmots. Après tout, c'est peut-être là le bonheur. Gémina Descendres en paraît satisfaite, engraissée et luisante de joie. Sur la place ovale de la Comédie, les trois grâces nues, un peu lourdes et provinciales, tâchent en vain de tourner en rond autour de la fontaine, tandis qu'à leurs pieds, les jeunes gens tressent la ronde de la coquetterie et du désir. La beauté des Montpelliéraines était célèbre, mais ce sont les entretenues qui portaient les toilettes les plus élégantes de la ville. Certains cafés de la place de la Comédie leur étaient même réservés. Mais enfin, que t'a-t-on appris? Quelles sont les femmes que tu as eues? Quelques amies de ta mère ou de tes sœurs? Toutes figées, des femmes qui gardent leur chemise et ne la laissent soulever que par stricte nécessité? Fils de bourgeois calviniste! Quel drôle d'amant que j'ai là! Demi-puceau, comme on dirait demi-vierge. Elle était contre lui, rieuse et chaude, et il sentait sur ses jambes le poids de sa cuisse. Dès la première fois, elle l'avait surpris par son tranquille manque de pudeur. Les petites employées qu'il avait eues faisaient des manières. Elle se déshabillait comme on enlève un chapeau. Et dans l'amour, il n'avait jamais connu autant d'audace. Elle se jetait sur lui.
Son grand corps blond avec sa fine toison dorée lui était comme un champ de blé mûr. Et la très sage Suzanne, après une vie de frustration, finira par céder à son attirance pour un beau saisonnier espagnol. Il était grand. Ses épaules soulevaient le ciel au-dessus de la route montante. Sa main, qui s'appuyait sur elle, la sauvait de toute crainte, puisqu'il n'y avait plus au monde que ce contact. Elle sentait à peine sous ses sandales les pierres qui affleuraient sur le chemin paysan. Il menait leur double ascension, il entrait sous les oliviers, puis il passait entre les rangs de souches qui montaient plus haut que sa taille. Il la couchait dans cet abri, là. C'était la sûreté d'un univers clos. Les barrières des larges feuilles dentelées défendaient de tout regard. Il s'étendait contre elles, le sol s'incurvait à leur forme, et elle sentait la terre complice, encore tiède, à peine voilée de quelques touffes d'herbes odorantes. Une touchait sa joue avec sa fraîcheur. Elle était si intimement mêlée à la terre qu'il lui semblait pénétrer en elle. Et elle disait « Je meurs », pour dire qu'elle n'avait jamais atteint cette plénitude de vie. Ils étaient là sous le ciel, comme dans les mains d'un univers où étaient devenus sensibles jusqu'au mouvement des étoiles. Elle dit quand le ciel pâlit et qu'elle vit que la grande ours avait changé de place, « Jamais il n'y aura une nuit pareille. » Il ne répondit pas, mais posa tendrement son visage contre son visage. Puis il répéta « Jamais », comme s'il découvrait la profondeur du mot. Et tout à coup, il lui parut que c'était un mot redoutable. Elle le serrait si fort qu'il lui demanda « Qu'as-tu » Et que pouvait-elle lui expliquer? C'était un enfant venu d'un pays, proche de la terre, et elle se découvrait soudain d'une autre race, faite d'expériences accumulées, de vie, pendant des siècles loin de la nature, rivée à des lois artificielles et à des jugements conventionnels. Il faut rentrer, dit-elle malgré elle. Mais c'est que déjà, elle acceptait de reprendre sa caste, ses devoirs, ses étroites lois. Elle se leva, un peu titubante. Il la saisit pour la soutenir. Autour d'eux, le stridulin des criquets emplissait la nuit. Il avait oublié son âge. L'appréhension avait cessé. Il pouvait n'être que des mains, un regard, un amour. Il s'étonnait d'avoir mis si longtemps à découvrir cette autre béatitude, où la volupté ne lui était plus sensible que par celle qu'il donnait. Était-ce possible? Tout lui paraissait enchantement, même d'exister. Les arbres doivent sentir cette extase quand le vent balance leur feuillage et que la sève de la terre monte jusqu'à leur frondaison. Sa félicité était si pleine qu'elle recouvrait tout, effaçait tout, comme si l'univers n'avait plus que deux êtres, elle et lui. Un corps laiteux, des cheveux fauves, et ce parfum qui était elle aussi, de sa chair, de son plaisir. Il la sentait donnée à ses mains, à son regard, à son amour. Il ne pensait plus au réel, il était transporté hors de lui, hors de tout, dans un contenu d'extase. Comme si une autre jeunesse s'était tout à coup ouverte à lui. Parfois il reprenait pied, se souriait, et elle osait dire « à notre âge », avec une tendre dérision, comme si l'amour n'était pas une jeunesse retrouvée.